Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire organisé par Actes International. L'objectif du jour, c'est de faire un point sur les changements que nous apporte l'année 2024. Donc, je suis Céline Moreau-Reved. J'ai rejoint Actes International en janvier 2024 en tant qu'experte et formatrice en flux internationaux. Et j'ai donc rejoint le service expertise d'Actes International qui est notamment composé de Laurence Criet à ma gauche. Bonjour Laurence, j'espère que tu vas bien. Bonjour Céline, je vais très bien. Ravie d'être parmi vous pour ce nouveau webinaire et le premier de l'année pour ce qui nous concerne. Et puis, notre service est également composé de Didier Legras. Bonjour Didier. Bonjour Céline. On vous souhaite une très belle fête. Et puis aujourd'hui, c'est la Saint-Pédie. Alors, vous ne les voyez pas, mais nous savons qu'ils sont là. En coulisses, le collaborateur Manel Chied, qui est aux manettes, en temps sur notre chargé de communication, sans qui ce webinaire n'aurait pas pu avoir lieu. Manel est également accompagné de Cédric Angelier, notre responsable formation. Donc, aujourd'hui, nous allons passer 1 heure ensemble. Sur les 10 dernières minutes, nous prendrons le temps de répondre à vos questions. Donc, vous avez la possibilité, via le chat, de nous poser vos questions. Si 10 minutes ne suffisent pas à tout les traiter, nous reviendrons vers vous à posteriori de ce webinaire pour vous apporter nos réponses. Donc, pour commencer, j'aimerais quand même faire un point sur Actes International, qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons. Donc, il faut savoir que Actes International, c'est un prestataire, notamment d'un point de vue stratégique, réglementaire, mais également opérationnel dans les supply chains internationales. Donc, dans ce cadre-là, nous allons couvrir 3 domaines de compétences qui sont affichés à l'écran, comme vous pouvez le voir. Le premier concerne le transport, la logistique et la distribution internationale. Le second pour la RSE. Donc, sachez que la RSE est ancrée dans l'ADN d'Actes International. Et c'est avec plaisir que notre responsable RSE à ce niveau-là pourra vous accompagner sur de l'audit social, environnemental, etc. Et puis, dernier domaine d'expertise, et non des moindres, parce que nous allons en avoir grandement besoin aujourd'hui, c'est celui de l'ingénierie douanière et fiscale. Concrètement, nous allons pouvoir vous aider dans nos domaines de compétences avec diverses prestations. La première va passer par du diagnostic, de l'audit et de l'expertise stratégique. Bon, dans les faits, donc on va pouvoir auditer des flux, voir s'ils sont en conformité avec les réglementations, s'il y a des optimisations ou des ajustements à faire. Mais on peut aussi vous accompagner sur la détermination de nomenclature, mais également, si vous souhaitez par exemple mettre en place un nouveau flux, un nouveau process, on va pouvoir vérifier à destination les normes, les conditions de marquage, d'étiquetage, et afin que vous puissiez lancer vos projets en toute sérénité. Et puis, on a une autre manière aussi de vous accompagner, c'est notamment par de l'assistance technique et de la veille réglementaire. Bon. Concrètement, notre assistance technique passe par une hotline. Dans les faits, vous allez nous envoyer une question par mail et nos experts, les experts d'Actes, s'engagent à vous répondre sur un délai de 72 heures. À titre d'exemple, vous êtes en train d'organiser une exportation et on vous demande d'émettre un document. Et jusque-là, vous n'aviez jamais eu besoin de les mettre. Et vous pouvez nous poser la question et on reviendra vers vous à savoir si en effet, vous devez le produire ou non. Et puis, si vous ne savez pas comment le remplir, on peut aussi vous accompagner. Et puis, on fait aussi une veille réglementaire qui s'appelle l'Atmosphère, qui est publiée tous les jeudis et qui vous permet de vous tenir à la page sur les faits, sur la RSE, sur le transport, sur l'activité du transport, de la douane, etc. On a un troisième volet pour vous accompagner, c'est celui de la formation professionnelle. Il faut savoir que ACT est un organisme de formation maintenant depuis plus de 15 ans et on peut vous accompagner sur de la formation aussi bien chez nous que chez vous, avec notamment des formations sur catalogue ou donc des formations adaptées à vos besoins spécifiques. Et on va pouvoir traiter de sujets que vous connaissez certainement, les incoterms, les cross-trades, les fondamentaux douaniers, etc.
Le point sur lequel on aime bien revenir par rapport à notre formation professionnelle, c'est qu'on dispose d'un cursus référent douane qui est conforme aux exigences de la certification d'opérateur économique agréé. Et puis, dernier point, comme vous le voyez à l'écran, nous faisons également du pilotage opérationnel. Sachez qu'on est en mesure également, grâce à notre équipe opérationnelle, de vous accompagner dans l'organisation logistique de vos flux, qu'ils soient à l'import, à l'export, mais également, notre équipe est capable de procéder au dédouanement de vos marchandises. Et ça, c'est important. Donc, vous l'aurez compris, nous, notre objectif, c'est de pouvoir vous accompagner, notamment grâce à notre bagage, à notre expérience sur le terrain, pour ce que vous souhaitez mettre en place, que vos flux, vous puissiez avancer dans vos projets de manière sereine. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce que pour nous, il semblait essentiel, compte tenu des événements et des changements de 2024, de faire un point avec vous aujourd'hui. Donc, pour faire ce point, je vais tout d'abord laisser la parole brièvement à Laurence pour qu'elle balaye le sommaire du jour. Et puis, je reprendrai la parole pour rentrer dans le vif du sujet et vous poser une question. Merci Céline. Alors en effet, nous avons choisi pour ce webinaire 3 thématiques. Parmi beaucoup de thématiques actuelles au niveau douanier, ce sont les 3 qui sont peut-être les prioritaires pour cette année. Notamment, dans un premier temps, on va aborder la partie de la dématérialisation de la déclaration en douane. Qui est toute proche, puisque cette année, nous devrions entrer dans le fameux Delta I. Dans un second temps, nous aborderons la notion des garanties douanières, thématique qu'on aborde rarement, mais qui fait partie intégrante justement de la dématérialisation de la déclaration en douane. Et puis, dans une troisième partie, 8 mois après le démarrage de la mise en place du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, eh bien, on fera un petit point un peu pour voir où on en est dans la période transitoire, ainsi que peut-être des éclaircissements sur des points en termes d'informations données par les différents sites. Merci Laurence. Donc c'est parti, on va entrer dans le vif du sujet. Première question pour vous, vous allez pouvoir nous répondre sur ce thème. Donc, dans le cadre de la mise en place de Delta IE, parmi les conséquences ci-ci-ci-ci, lesquelles avez-vous déjà identifiées? Donc, si jamais cette question n'apparaît pas en pop-up, sachez qu'elle apparaît dans le chat et nous attendons vos réponses. Nous vous laissons une petite minute pour répondre et puis comme ça, on fera le point sur vos réponses et puis on pourra du coup continuer. Naturellement, sur les 4 possibilités, il y en a beaucoup plus. On pourrait identifier dans les impacts de la mise en place de ce dédouanement électronique. Mais on vous a mis peut-être les plus directs qui sont visibles par les opérateurs. Notamment quand on parle du format papier, donc on pourra échanger juste après. Puisque on est quand même un peu dans une révolution. C'est vrai. Parfois, on est habitué. Et pas que nous, on est douaniers aussi. Oui. Alors, RDE, on rappelle pour tout le monde que ça veut dire qu'on se met encore dans le faire pour les prestataires de services qui sont appelés des fois les transporteurs. Anciennement commissionnaire agréé en douane. Oui, c'est marrant. Oui, parce que le vocabulaire, parfois on garde le vocabulaire. Bon, il semblerait que la limite se soit écoulée. Donc, visiblement, 43% d'entre vous ont déjà constaté, identifié la suppression officielle du format papier de la déclaration en douane. Donc, voilà, c'est vraiment le point qui ressort. Il y avait quand même une notification sur la gestion de la preuve fiscale de sortie pour les exportations. Et il va falloir qu'on en parle aussi. Bah, ouais, c'est tout à fait.
Allez, on est parti pour cette première partie donc, qui concerne la dématérialisation de la déclaration en douane avec la mise en place de l'étape IE. Pour ce faire, je vais laisser la parole à Didier, pour qui j'ai déjà une première question. Didier, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste concrètement cette dématérialisation? Oui, je peux le dire. Alors, pour lancer le sujet, c'est vrai que le gros changement qui va apparaître, c'est le fait qu'on va abandonner notre déclaration telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est sous un format précis, qui s'appelle le DAU, document administratif unique, et qui peut s'imprimer sous le format A4 qu'on connaît bien. En fait, la déclaration d'aujourd'hui, elle est déjà dématérialisée en réalité, puisque c'est un message électronique, la déclaration. Mais ce qui va changer, c'est d'abord le format de cette déclaration, et le fait aussi que dans le projet qui a été établi par l'Union européenne, cette déclaration, elle soit complètement dématérialisée, c'est-à-dire qu'elle soit plus saisie sous un format dans le CAS, mais plus saisie sous format linéaire, tout simplement, de façon complètement dématérialisée. Et là, derrière ça, il y a un sujet, parce que quand le projet a été présenté par les gens qui travaillent sur le sujet à la douane et au commerce, au départ, il était dit la déclaration ne s'imprime plus. C'est ce qui a été dit, hein, tout simplement. Et évidemment, tant l'administration que le commerce, la réaction, c'était de dire si, il faut imprimer la déclaration, sinon on ne pourra pas travailler. Et donc, finalement, sur ce sujet-là, on s'aperçoit que d'abord, l'Union européenne ne réagit pas de façon harmonisée parce qu'il n'y a aucun format d'impression prévu, officiellement en tout cas par l'Union européenne, et que chaque pays va proposer l'impression du document, et ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire que là, on prend le cas de la France, elle a transmis une proposition d'impression du document au mois de janvier, mais on s'aperçoit qu'il est dit par la communication qui a été faite que chaque prestataire de service, alors je parle des prestataires de services qui émettent des déclarations, qui sont des interfaces en fait dans Delta, pourrait proposer une impression et à partir de là, qui pourrait être accepté par la douane, il pourrait y avoir même, en fonction des prestataires de services, des impressions différentes de travail. Vous coupez visiblement, tout le monde nous entend pas très bien. Donc, si on peut parler plus fort, je pense que c'est vrai. Il faut y aller, parce que voilà, donc le gros sujet, c'est ça, c'est le fait que la déclaration change de format, que l'impression du document n'aura plus aucune valeur, puisque la déclaration officielle, c'est la déclaration complètement dématérialisée, et que l'impression, ça sera juste pour une information, alors que jusqu'à aujourd'hui, même si dans le Code des données européennes, c'était plus vrai, l'impression du document était quand même reconnue par la douane comme un document officiel. Mais du coup, ça veut dire que potentiellement, dans les échanges, et notamment quand une marchandise est exportée par la France, mais qui va quitter l'Union européenne par un autre pays, le document, si on imprime un document et que le chauffeur part avec un fichier PDF, une feuille PDF, il ne sera peut-être pas reconnu du coup au bureau de sortie du territoire. Oui, il ne sera pas sous le même format que le territoire, ça c'est sûr et certain déjà. Donc sur ce sujet-là, alors on va en parler, mais pour le moment, quand on dit qu'en 2024, on va commencer à rentrer dans le nouveau format, c'est de l'importation pour le moment. Et que le sujet exportation, aujourd'hui en France en tout cas, on n'a même pas encore de calendrier officiel pour la mise en place de l'exportation. Et sur ce sujet de la preuve de sortie fiscale, quand on pose la question à l'heure aujourd'hui, il dit c'est trop tôt, on ne sait pas encore comment ça va pouvoir. Didier, je me permets également de voir à l'écran que au niveau des données dont on renseigne sur nos opérations en douane, actuellement on est à 56 cases et on passerait à 120. Il y a une raison, est-ce que ce sont les mêmes données? On va nous demander de nouvelles informations? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Oui, ça fait partie aussi du changement, c'est-à-dire que les informations reprises sur la déclaration de douane, d'abord, vont être présentées autrement, dans un autre format, mais de façon dématérialisée complètement. Et puis aussi, c'est que sur ce DAU actuel, on avait des informations qui étaient regroupées, notamment, on va penser aux documents, aux codes additionnels, les CACO, les CANAN, les codes additionnels nationaux ou communautaires. Et dans le nouveau format, tout ça, ça va être éclaté. Ça va être repris différemment.
ce qui fait que ça va démultiplier déjà le nombre d'informations, bien évidemment. Et puis, d'autre part, sur cette nouvelle déclaration, ce nouveau format de déclaration, il y aura de nouvelles données qui n'existent pas actuellement sur le BEU. Alors, on peut en citer une qui est assez marquante, et qui est en rapport d'ailleurs avec le sujet ICS2. C'est le fait que, par exemple, à l'importation, en général, on cite celui, sur la déclaration actuelle, on cite celui qui vend la marchandise. Et bien là, si le vendeur n'est pas le fabricant, il faudra citer également le fabricant de la marchandise, identifier le fabricant. Et ça, c'est important. Et à l'exportation, on sait déjà que ce sera le même sujet, c'est-à-dire que celui qui vend, si ce n'est pas le fabricant, ben, il faudra nommer également le fabricant sur la déclaration. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que les transitaires qui font les déclarations pour le compte des importateurs-exportateurs vont devoir demander encore plus d'informations avant de pouvoir faire la déclaration. Voilà, il faudra effectivement avoir plus d'informations. Et puis, ça veut dire aussi que les entreprises qui commandent les transports, enfin, les RDE pour faire la déclaration devront sourcer ces informations-là. Puisque, du coup, si elles achètent à un vendeur et que, au départ, le vendeur ne transmet pas d'informations du fabricant, ça va être compliqué à transmettre l'information. Donc, en fait, on peut résumer en disant qu'il y a quand même une partie des informations qui sont déjà communiquées, mais qui vont se retrouver dans d'autres cases. Et C'est ça, et il va quand même y avoir d'autres informations qui vont devoir être fournies. c'est ça. C'est ça. Et c'est là-dessus où il faudra avoir un point de vigilance et être en mesure de répondre. Absolument. Et du coup, je reviens sur le format papier qui Oui. disparaît. Il y en a un, il n'y en a pas, il y a des propositions qui ont été faites. Est-ce qu'on pourra quand même en avoir un? Oui, alors effectivement, la douane en France, en tout cas, a officiellement présenté les données qui doivent apparaître de façon minimum sur l'impression, mais elle dit bien que c'est aux opérateurs de produire les impressions de déclaration. Si on parle d'opérateurs, il faut juste rappeler que la plupart des déclarations en douane sont émises non pas directement dans le système d'État, mais par des interfaces. En France, il y en a trois principales, hein. Il y a Connex, EasyLog, il y a Camea. Et que déjà, entre les trois, là, il est possible que chacun prépare une impression du document différente. Donc déjà, ça voudra dire que même en France, il y aura plusieurs types d'impression de documents. Je rappelle que cette impression-là, ça sera juste à titre informatif, ça n'aura aucune valeur juridique. Le sujet, en revanche, qui ressort par rapport à tout ça, c'est comment les entreprises, donc les importateurs, par exemple, qui sont en train de leur job, pourront vérifier les déclarations en douane, puisqu'il s'agit quand même qu'ils vérifient les déclarations en douane. Et là, il y a un gros sujet, puisqu'on ne sait pas encore, au niveau de l'impression du document, si tous les éléments seront repris sur cette impression-là, en fait, les éléments qui se prêtent à vérifier, s'il y a beaucoup d'articles, par exemple, il faudra vérifier l'espèce tarifaire de chaque article, les valeurs par article, etc. Donc là, il y a un vrai sujet. Et pour le moment, quand on questionne la douane, d'ailleurs, on l'a fait hier, la douane a beaucoup de mal à nous apporter une réponse. Voilà. Donc, il va falloir voir dans la pratique ce que ça donnera réellement. Mais il y a un vrai sujet derrière. Et dernier point sur ce porte, en tout cas sur le BAU, qu'en est-il de la possibilité de travailler en déclaration simplifiée? Alors, ce qui est vrai aujourd'hui, dans les changements qui vont intervenir aussi avec la nouvelle déclaration, c'est qu'aujourd'hui, on avait la possibilité soit d'émettre la déclaration directement dans le système, soit de travailler en deux temps, c'est-à-dire avec une déclaration simplifiée, puis une déclaration complémentaire. Voilà. D'abord, compléter la déclaration et une déclaration complémentaire globale qui se faisait soit sous forme décalaire, soit sous forme mensuelle. En général, c'était sous forme mensuelle. C'est ce qu'on appelle la fameuse DCG, c'est ça? DCG, pardon. DCG. Et il se trouve que dans la nouvelle organisation, ce système-là va être révolutionné. On pourra toujours continuer à travailler sous format de déclaration simplifiée. Et d'abord, il faut reformuler la demande. Mais par contre, on ne pourra plus gérer ça de façon mensuelle, mais au plus loin, de façon décalée. Donc, ça va forcément changer la donne pour beaucoup d'opérateurs. Parce que c'est vrai qu'en France, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup d'opérateurs qui travaillent, je parle d'opérateurs économiques, qui travaillent en deux temps, effectivement.
Et concrètement, en termes de planning, du coup, à Alors, quel niveau on se situe en ce moment? oui. Alors, voilà ce qui est prévu pour le moment avec l'administration. Donc, dans le calendrier, très concrètement, c'est à partir de novembre que l'outil, la nouvelle version de l'outil pourra être travaillée dans un calendrier qui commence en novembre et qui se termine effectivement fin mai 2025. Donc voilà. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans ce calendrier-là, s'inscrivent plusieurs choses. Alors d'abord, euh, effectivement, il y a toute la partie technique. Je reviens au niveau des prestataires que j'évoquais tout à l'heure. Eux, il faut qu'ils présentent une copie de leur nouvelle formule d'intégration des données dans Delta. Ça, il faut qu'ils le fassent au plus tard au mois de septembre et que au mois de septembre, la douane valide ce qu'ils proposent. Donc ça, c'est une première chose. Un peu tendu quand même, C'est septembre, novembre. un sujet, C'est c'est une condition impérative pour, Oui, bah, tous les opérateurs, notamment les RDE, qui travaillent avec ces prestataires des services-là, ils ne pourront pas aider l'opération si le prestataire n'a pas la validation par la douane de sa copie. on est d'accord. Donc ça, c'est important. Euh, En fait, on va pouvoir parler également de prérequis pour rentrer dans le nouveau système. Il y en a deux principaux. Euh, il y a le sujet du numéro EORI, puisque je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, le numéro EORI va être modifié, puisque actuellement en France, il est basé sur le numéro de SIRET. Et en fait, au niveau communautaire, il faut que ce soit basé sur le numéro SIREN. Donc ça va se mettre en place. Et ça devra se mettre en place, effectivement, pour pouvoir rentrer dans le nouveau système. Alors, tout le monde peut faire la demande. Aujourd'hui, la demande peut être faite. En revanche, tant qu'on travaille dans Delta aujourd'hui, avec la déclaration actuelle, c'est l'ancien numéro EORI qui fonctionne. Mais il faut se préparer à ça, puisqu'il faudra faire sa demande, en tout cas, pour pouvoir rentrer dans le système. Donc, ça, c'est les premières choses. Et puis, l'autre sujet, et c'est le sujet qu'on va évoquer après, effectivement, c'est le sujet des garanties douanières. Euh, Ou pour rentrer dans le nouveau système, il va falloir les mettre à jour, il va falloir les retravailler. Euh, et tant qu'on ne les aura pas retravaillés, on ne pourra pas émettre la déclaration dans le système. Donc là, c'est un prérequis aussi. Et donc, du coup, on va demander les garanties douanières au niveau du calendrier, par quel billet, par quel canal on peut être informé de son évolution. Parce qu'il a l'air assez serré. Oui, ben, en fait, il y a beaucoup de questions qui se posent parce que c'est vrai que la fenêtre de tir, hein, c'est novembre jusqu'à mai 2025. On sait que les 90% des déclarations ils sont émises par les prestataires de services que je citais tout à l'heure. Donc, ça veut dire que eux, ils vont décider en fait de rentrer dans la fenêtre pour commencer à travailler dans le système, la plupart des déclarations vont être émises par ce biais-là. Mais ça veut dire que si ces trois opérateurs-là décident de rentrer dans le système que début de l'année prochaine, bah, il n'y aura pas beaucoup de déclarations qui seront émises dans la nouvelle version en fait en fin d'année. On est d'accord. Donc ça, c'est un sujet. Et puis, si on parle des mises à jour aussi des conventions, parce qu'il va falloir revoir toutes les conventions de l'État, là-dessus, dans le calendrier, pour le moment, l'administration nous dit que ça sera plus tard, après, mais ils ne nous ont pas donné de réel calendrier sur le sujet. Donc on verra comment on pourra y arriver tout ça. Oui, ça nous fait penser un petit peu au CDU quand il était sorti en 2016. Et en fait, il y avait eu 3 ans pour mettre à jour les autorités. Je vous remercie Olivier pour ce point sur Delta IE. On va pouvoir du coup enchaîner sur et notamment une nouvelle question pour aborder la partie 2, pour laquelle nous mettons Laurent sa contribution. Donc, on est parti. Voici cette deuxième question. Disposez-vous de votre propre garantie pour vos activités douanières ou utilisez-vous celle de vos RDE, on le rappelle, représentants en douane enregistrés? Quand on parle de garantie, ce sont des autorisations qui sont garanties par les organismes financiers. On vous laisse également une minute. On ne vous cache pas que voilà, on a déjà beaucoup de réponses et on a déjà une première impression qui se dessine.
Allez, je parie pour les garanties de l'RD. Laurence, oui, il y a des chances. Ce qui est quand même plus simple aussi pour les entreprises qui n'ont pas un flux d'import régulier ou suffisamment important. D'autant plus que les garanties process quand même de mise en place qui est assez compliqué et assez lourd avec la douane, donc ça n'encourage pas forcément. Bon, visiblement, les réponses sont assez claires. Donc, on va dire qu'une personne sur deux, en tout cas une personne sur deux sur les interrogés, nous confirme utiliser les garanties des RDE. Donc, on va ainsi pouvoir aborder les nouveautés qui concernent la mise à jour des garanties douanières et aborder également les crédits d'opérations diverses. Mais avant tout, il faut quand même aussi savoir que certains d'entre vous ne connaissent pas forcément le sujet. Et du coup, Laurence, est-ce que tu peux brièvement nous expliquer ce que sont ces crédits? Alors oui, en effet, c'est un jargon assez spécifique douane, hein, crédit d'enlèvement et crédit d'opérations diverses. Alors, le crédit d'enlèvement, c'est une facilité qui est octroyée aux opérateurs. On dit opérateurs parce que c'est soit les importateurs, soit les RDE, donc les transitaires qui font les opérations de dédouanement. Ce crédit d'enlèvement, c'est en quelque sorte un peu comme un compte en douane, mais qui est mis à disposition suite à un engagement financier par un organisme bancaire ou une caution groupe pour l'opérateur. Et ce crédit d'enlèvement, finalement, il va permettre, au moment du dédouanement de la marchandise, de libérer, de faciliter ce qu'on appelle le BAE, donc le bon enlevé des marchandises, et avant même de payer les droits de douane et taxes qui sont à acquitter sur les marchandises. Oui, parce que normalement, c'est payable au comptant. Tout à fait, ce qui est logique, puisque avant d'entrer, d'être mis à la consommation sur le territoire, mis en libre pratique sur le territoire de l'Union, il faut payer ses droits de douane. Et donc là, le crédit d'enlèvement permet de décaler à 30 jours maximum le paiement de ces droits de douane, de cette TVA, de cette taxe. Oui, parce que la TVA est automatique. La TVA, elle, voilà, on ne parle plus. C'est un réflexe. Ceci étant, à une époque, c'était quand même un enjeu, parce que la TVA, 20% systématiquement en général. Et donc, du coup, là, on a parlé des crédits d'enlèvement et qu'est-ce qu'il en est des crédits d'opérations diverses? Alors, le crédit, en effet, le crédit d'opérations diverses, c'est le deuxième côté de cette garantie financière qui est mise en place pour effectuer les opérations de dédouanement. Le crédit d'opérations diverses, c'est un peu une garantie, une poche financière qui permet de se porter caution sur des droits de douane et des taxes qui ne sont pas à payer dans certains cas, mais qui pourraient l'être si les marchandises ne suivent pas la destination douanière, par exemple. Alors, si on prend l'exemple qui est utilisé et qui est certainement le plus connu de nos participants à ce webinaire, c'est peut-être l'entrepôt sous douane, puisque l'entrepôt sous douane, c'est ce qu'on appelle un régime douanier particulier qui permet de stocker sans payer les droits de douane de la marchandise pendant un délai indéterminé, quand même, pas de délai, mais cet entrepôt sous douane va être octroyé, ce régime ne va être octroyé par la douane uniquement si l'opérateur a une caution pour pouvoir garantir le paiement des droits et taxes. Donc aujourd'hui, le crédit d'enlèvement, le crédit d'opérations diverses, c'est géré de la même manière au niveau douane dans le système qu'on appelle, un applicatif qu'on appelle le Trigo, donc qui est la gestion des garanties opérée par la douane pour les opérateurs. Et pour obtenir un crédit d'enlèvement ou pour valider un crédit d'enlèvement ou un crédit d'opération diverse, l'opérateur doit présenter sa garantie à la douane de manière à ouvrir un peu les vannes au niveau et raccorder en fait aux différentes autorisations douanières. Puis, je vois les cours, on a la leçon de D48. Est-ce que tu peux nous faire un point rapide sur ces soumissions D48? Je pense que c'est nécessaire. Oui. Alors,
On a dit crédit d'enlèvement, les opérations donc, de dédouanement, et puis le crédit d'opération diverses qui, lui, est en quelque sorte une caution. Ce crédit d'opération diverses va permettre de travailler pour des régimes particuliers, mais il est aussi utilisé largement pour se porter caution sur, par exemple, des documents manquants des documents originaux qui doivent être présentés au moment du dédouanement de la marchandise. La procédure D48, alors c'est un jargon un peu spécial, hein, mais il faut entendre par D48 une soumission. C'est une soumission cautionnée qui vous permet de dédouaner quand même une marchandise, même si vous n'avez pas les documents, en ayant par exemple une copie ou la preuve que le document existe. Et on va libérer la marchandise, on va dédouaner la marchandise avec cette soumission. Le problème du D48, c'est que donc aujourd'hui on utilise, alors pour prendre un exemple aussi qui soit plus parlant pour tout le monde, on va prendre l'exemple de la Turquie, pays avec lequel on a encore des documents originaux qui doivent être présentés, l'ATR. Qui est jamais là à l'arrivée en général. Qui en général voilà, ne suit pas la marchandise. Cet ATR, sans ATR, on paye les droits de douane sur la marchandise turque. Donc, l'idée, c'est que le D48 permet de dédouaner la marchandise et ensuite de régulariser. Alors, le D48, on a 4 mois pour régulariser la présentation. En général, le document arrive. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette façon de travailler, on ne va plus pouvoir l'utiliser parce que le D48, dans le Code des douanes de l'Union, n'existe plus. Il disparaît. Donc, comme l'a dit tout à l'heure, on est en train de passer dans un système électronique de dédouanement qui est européen. Donc là, on n'a plus le choix, on ne peut plus faire nos petites... chaque État ne va plus pouvoir faire un peu... continuer à utiliser des process qui ne sont pas dans le code des douanes. Donc ce D48, comme on ne pourra plus l'utiliser, on va avoir plusieurs possibilités. C'est soit on va bloquer la marchandise quand la marchandise arrive en attendant d'avoir le document original. Ça, c'est pas une possibilité. Ce qui n'est pas très entendable pour le commerce. Soit on va utiliser ce que vous expliquiez tout à l'heure, Didier, quand vous parliez des autorisations de dédouanement simplifiées. On pourrait imaginer dédouaner la marchandise au moment où elle arrive. Et on croise les doigts pour récupérer avant les 10 jours pour pouvoir ne pas payer les droits de douane. Après, si le document n'arrive pas dans les 10 jours, ou si on n'utilise pas la déclaration simplifiée, il faudra appeler les droits de douane et demander une demande de remboursement. C'est ce qui est autre chose. Et du coup, concrètement, est-ce que par ailleurs, au niveau des garanties, on va devoir les changer? On a brièvement abordé le sujet tout à l'heure. Alors, on va faire court parce que le temps va nous presser. Alors, vous pouvez répondre, mais il faut qu'on évoque aussi le sujet du CED qui va plus être géré par la douane. Oui, alors, en définitive, ce qui va se passer, c'est que aujourd'hui, on parle de crédit d'enlèvement et de CED. Le jargon est modifié à partir du moment où on va basculer dans la nouvelle gestion. D'ailleurs, pour les déclarations de vente, c'est pareil. Ça peut être IM et EX, mais ça peut être H et B. Oui, ça fait. Et donc, on va parler de crédits pour des dettes exigibles et non exigibles et des crédits pour les dettes susceptibles de naître. En gros, le premier correspond au crédit d'enlèvement, grosso modo, sera toujours géré par la douane au travers d'un applicatif européen, puisqu'on va passer sur l'étape raccrochage au système européen, alors que le fameux crédit d'opération diverse, qui devient un crédit pour les dettes susceptibles de naître, ne sera plus géré par la douane, devra être géré de manière indépendante par l'opérateur. Donc la problématique, c'est qu'il va falloir mettre à jour les cautions, donc mettre à jour les actes de garantie, déposer les actes garantis sur le fameux portail CDS, donc le Custom Decision System qu'on commence à utiliser déjà pour les autorisations douanières, les autorisations de régime particulier. Eh bien, le crédit va basculer aussi sur ce portail
Et il faudra vraiment faire attention, notamment pour les opérateurs, les importateurs qui passent par les crédits des RDE, puisque le RDE, lui, va devoir anticiper sur ces autorisations et potentiellement, on va avoir de la difficulté à suivre, puisque le crédit d'opération diverse ne peut pas être suivi par le détenteur. Ouais. Il y a un sujet très technique, mais je vais l'évoquer rapidement, c'est que tout ce qui est crédit opération diverse aujourd'hui, avant de basculer dans le changement, il faudra que ce soit mis à zéro, en fait, ou basculer, Oui. en tout cas officiellement, pour rebasculer dans une nouvelle organisation. Et ça, c'est un sujet qui pose beaucoup de problèmes parce que c'est très technique. Et on sait qu'avec la douane, c'est compliqué. Laurence, merci Didier. On va enchaîner avec notre dernier sujet, le fameux MACF et les récents éléments communiqués au sujet de ce dernier. Didier, est-ce que on peut faire un point sur cette période qui est dite transitoire On peut, en termes de calendrier? c'est possible. Allons-y. On y va. Alors oui, nous sommes dans une période transitoire qui a commencé, tout le monde le sait, au mois d'octobre dernier, en tout cas pour ceux qui sont concernés, et qui se termine en tout cas dans les délais qui sont prévus pour le moment et proposés pour le moment à la fin 2025. Plusieurs étapes dans cette période transitoire. La première, tout le monde la connaît, je pense, hein, c'est le fait, pour ceux qui sont concernés, d'émettre une déclaration dans le système. Alors ça a posé beaucoup de problèmes à beaucoup d'opérateurs. D'abord, problème de connexion, problème de comprendre ce qu'il fallait renseigner dans l'outil. Il apparaît aujourd'hui, et il y a eu plusieurs communications de la DGEC sur le sujet, en gros, hein, qui dit, écoutez, vous avez jusqu'au mois de juillet pour déposer une déclaration, même si les informations ne sont pas bonnes, c'est pas grave, mais il faut déposer quelque chose. Voilà, en gros, je m'applique. Hein. Didier, d'ailleurs, sur ce point, rappelons à l'ensemble de notre auditoire que dans cette fameuse période jusqu'au 31 juillet 2024, ça a été répété, tout le monde peut déposer un rapport avec ce qu'on appelle les valeurs par défaut qui ont été données par la Commission européenne, sachant que, encore une fois, ces rapports peuvent être modifiés jusque 2 mois après le dernier trimestre. Donc, il ne faut pas avoir peur de déposer un rapport, sachant qu'en plus, même si on n'a pas les informations des fournisseurs, le fournisseur, le nom du fournisseur ou de l'installation n'est pas obligatoire quand on utilise les valeurs par défaut. Voilà. Pour le moment. Ça, c'est un point important parce que c'est vrai que même dans beaucoup de cas, d'ailleurs, il y a des achats qui sont faits et celui qui achète ne connaît pas le fabricant en réalité. Il connaît celui qui vend. Ça permet de simplifier cette première déclaration. Oui. Alors, dans le deuxième semestre, il nous est dit qu'il faudra que les informations soient un peu plus correctes, on va dire ça comme ça, hein, sur les réparations. En tout cas, ce qui est important de rappeler, c'est que pour l'année 2025, la première étape, pour tous ceux qui émettent des déclarations, il va falloir s'enregistrer dans le système pour pouvoir se déclarer officiellement comme déclarant MACF, en fait. Hein. Il y a eu quelques informations qui ont été transmises pour les informations qu'il faudrait monter, hein, pour monter le dossier, pour se faire. En tout cas, ce qu'il faut dire sur le sujet, c'est qu'il ne faudra pas trop tarder à le faire courant 2025, parce qu'évidemment, ça va représenter du monde sur le territoire communautaire et qu'il ne faudra pas être dans les derniers. D'accord, on ne peut pas faire la demande le 15 décembre 2025, donc ça va être un peu compliqué. Voilà, c'est ça. Surtout que si l'importateur n'est pas déclarant MACF, à partir du 1er janvier 2026, il ne pourra plus importer. C'est pour ça que c'est important d'anticiper, parce que si vous vous retrouvez au mois de décembre à demander votre autorisation, vous ne pourrez pas importer au 1er janvier. Voilà, et puis au courant de cette année 2025, il y a un autre sujet qui concerne les vérificateurs accrédités, où l'Union européenne devra lister tous ceux qui se proposent pour effectivement être vérificateurs accrédités et qui auront présenté des dossiers, bien sûr. La seule chose, c'est que pour le moment, l'Union européenne n'a pas encore écrit officiellement, justement, le dossier que doivent présenter ces vérificateurs, et non plus, d'ailleurs,
quelle fonction ils auront réellement. Parce il a été dit que les vérificateurs devraient auditer les fabricants, ça c'est la première chose, mais qu'ils devaient aussi vérifier les déclarations émises par les importateurs. Bah, pour le moment, on n'a aucune certitude sur le sujet parce qu'il n'y a rien qui Il va falloir encore se tenir informé. Oui. Et pour se tenir informé, visiblement, il y a quand même des aides. Maintenant, voilà, entre les informations sur l'étude de la DGEC, sur la Commission européenne, voilà, on a beaucoup d'informations. Ces informations sont souvent en anglais. Laurent, c'est souvent un moyen quand même voilà, de s'y retrouver et de s'appuyer et puis d'avoir voilà, des informations primordiales. Alors, Céline, j'ai presque envie de dire, abonnez-vous à la veille atmosphère, puisque, Ouais. en effet, alors des sources d'information, il y en a 3 principales. Donc, au niveau européen, c'est la DG Tax Sud qui publie régulièrement. Donc, on trouvera sur ce site-là les actes d'exécution, le règlement européen qui a été validé, mis en application l'année dernière. On va retrouver des documents d'orientation qui sont à destination et des importateurs, mais aussi des producteurs, et qui commencent à être traduits dans les langues de nos pays de production. Donc, on a déjà des versions en indien, en coréen, il y a une version chinoise qui est en train d'être traduite. La DGEC, donc la Direction Générale de l'Écologie et du Climat, qui a mis aussi une page dédiée au MACF et qui va reprendre certains documents comme les autorités européennes. Mais surtout, alors la DGEC, moi, si j'ai un conseil à donner, puisque nous je pense que tous les 2 jours, on regarde un peu tout ce qui change pour être sûr de ne rien rater. Mais la DGEC, le document pour les importateurs, qui s'appelle le guide de l'importateur, qui a démarré avec 30 pages en octobre et qui aujourd'hui en fait plus de 100. Ouais. C'est le document, j'ai envie de dire, c'est la Bible pour pouvoir faire ses premiers pas dans le dispositif du MACF. Encore une fois, même si vous n'êtes pas des entreprises qui sont dans l'acier, dans l'aluminium ou dans les produits polluants de manière générale, vos produits, selon les nomenclatures, peuvent être touchés et peuvent être couvertes par le dispositif MACF. Donc, il faut vraiment s'informer. Et enfin, la douane, en effet, qui a mis une page dédiée également avec les liens qui vont bien. Dernier élément aussi qui est hyper important, c'est les foires aux questions qui sont alimentées régulièrement. Oui, c'est intéressant. Oui. Et les templates, les exemples qui sont mis à disposition. Alors oui, ce sont des fichiers Excel qui sont très, très lourds. On est d'accord. Moi, la première fois que j'ai ouvert ce fichier, j'ai envie de la fermer quand même. Oui, mais bon, c'est comme tout. Il faut. Alors, le fichier, premier abord, il y a un nombre d'onglets incalculable. Mais en se posant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce fichier, ce sont des fichiers qu'on est censé envoyer aux fournisseurs. Ce n'est pas nous, enfin, ce ne sont pas les importateurs qui doivent le remplir. C'est leurs fournisseurs, leurs fabricants. Il y a sur le site de la Commission européenne un autre fichier Excel qui, avec des traductions en français dans le fichier Excel, qui permet d'avancer sur le fichier et de savoir pour les fournisseurs ce qu'ils doivent remplir comme information. Il faut savoir aussi que ce fichier Excel, le fournisseur n'est pas obligé de transmettre à l'importateur tout le fichier. Il a besoin d'envoyer les données qui sont compilées sur un onglet pour pouvoir le télécharger sur le site du CBM pour déposer son rapport d'émission. Ça permet quand même de garder une certaine confidentialité pour le fournisseur, parce que c'est un des sujets qui pose beaucoup de soucis. Et du coup, en fait, pour résumer, les urgences actuellement, on est importateur, on sait qu'on est importateur de ce type de produit, et donc il y a notamment cette collecte d'informations. Est-ce que ça fait partie des urgences, même si techniquement on a un petit délai pour encore utiliser les valeurs par défaut, mais est-ce qu'on peut considérer qu'à l'heure d'aujourd'hui,
maintenant que les premières déclarations ont été déposées, que ça fait partie quand même des urgences. Disons que c'est la première chose à faire. En fait, aujourd'hui, comme je vous le disais, le but du jeu, c'est de déposer des rapports sur le site, puisque à un moment donné, semblerait-il que la Commission européenne va rappeler à l'ordre les sociétés qui n'auraient pas. Voilà, parce qu'il faut rappeler que les contrôles sur la déclaration, le rapport trimestriel à déposer, vont se faire au travers des statistiques des déclarations douanières. Donc oui, mais encore plus aujourd'hui, il faut rapidement se mettre en contact avec le fournisseur et travailler sur cette notion de transmission d'informations. Puisque il est intéressant aussi de voir, de comment ça communique avec son fournisseur, savoir si lui-même est déjà au courant, s'il a déjà une grille d'informations, peut-être potentiellement même dans son pays, s'il y a eu des évolutions pour l'aider à compléter ce fichier. En fait, il est vraiment du coup visiblement nécessaire d'entretenir quand même une vraie relation en fait, avec son fournisseur. Sachant que voilà, on a déjà eu des bruits qui nous disaient que certains fournisseurs commençaient déjà à mouiller le remplissage de ces données. Donc voilà, là, logiquement, actuellement, pour l'instant, on sait qu'on peut utiliser des valeurs par défaut, on sait qu'on a une durée peut-être limitée. Voilà, il y a des choses qui se passent, peut-être qu'on pourra en utiliser d'autres. Maintenant, ces valeurs par défaut, elles sont quand même vues sur des estimations à la hausse. Elles ne sont pas forcément non plus avantageuses pour les entreprises qui les utilisent. Donc, il y a aussi un intérêt à ce niveau-là de commencer à travailler ces relations avec les fournisseurs pour vraiment pouvoir déclarer le réel qui sera probablement plus avantageux. Exactement, Céline. Alors, ça sera certainement notre petit mot de la fin, mais en effet, les valeurs par défaut, elles ont été calculées sur des moyennes entre 2016 et 2021. Donc, ce sont certainement des moyennes qui sont plus hautes que ce qui est réel aujourd'hui. Oui. Et il ne faut pas oublier que les rapports trimestriels vont permettre à la Commission européenne d'écrire les derniers actes définitifs pour en 2025 avec les méthodes de calcul, avec le coût du fameux certificat MACF qui rentrera en vigueur en 2026. Il va falloir acheter à partir de 2026. Voilà. Et puis, il y a aussi un autre point de vigilance, c'est que pour l'instant, certaines catégories de produits sont concernées. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas concerné que vous ne serez pas à l'avenir. Il y a des discussions, notamment voilà, sur des chaises qui ne sont peut-être pas forcément considérées comme utilisant de la luxe ou la luxe, enfin, sur ce chapitre-là, et qui posent question aujourd'hui, et visiblement, probablement, sur l'avenir, seront potentiellement concernés. C'est que d'ici 2030, l'Union européenne agrandira les listes des produits concernés. Donc, il y a un vrai devoir aussi, donc, comme on vous l'a mis, de garder l'œil ouvert. Parce que forcément, le MACF n'est absolument pas figé, et loin de l'être d'ailleurs. Oui. Et du coup, voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous dites peut-être un potentiellement de ne pas concerner, mais bon, c'est bon, je suis tranquille, que ce ne sera pas forcément le cas pour l'avenir. Donc c'est aussi intéressant pour vous de voir ce qui se passe et de comprendre aussi les tenants et les aboutissants pour avoir des informations et être le plus au fait possible de ce qui concerne les MACF et potentiellement d'obligations futures qui vous incombent. Donc, pour conclure, je pense que avec Didier Laurence, on est d'accord sur la question. Il va falloir beaucoup de persévérance, de la force, du courage. Et comme on vous l'a dit notamment avec vos fournisseurs, beaucoup de communication, y compris en interne, dans l'organisation que vous allez mettre en place, notamment pour établir vos rapports, de fois habituels, d'organisation. Oui. Donc, on m'a apporté des questions, comme promis. Les voici. Je me permets. Je vous donne vos dispatchs. Ouais. Voilà. Laurent Vivier, vous laisse jeter un coup d'œil. Et puis, voilà, le premier. Alors, la question que je vois, c'est connaissons-nous la date de mise en pratique du DTAIE? Donc, pour l'importation, donc la fenêtre de tir, on l'a dit tout à l'heure, mais on va la rappeler, c'est novembre 2024 jusqu'à mai 2025. Concernant les exportations, pardon, on n'a pas encore de calendrier pour le moment qui a été communiqué. Ils avaient dit 1 an après, mais... Voilà, donc on pense 2025-2026, mais on ne peut pas aller plus loin que ça pour nous. Sachant que pour aller juste un peu plus loin, il y a certains pays où
le système, enfin les pays ont choisi de démarrer par l'export. Nous, on démarre par l'import, mais Il n'y a aucune harmonisation sur le sujet. notamment l'Espagne, il me semble, et les Pays-Bas. Pays-Bas, je crois qu'ils ont commencé par l'import aussi. Mais bon. Mais je pense que c'est l'Espagne qui circule déjà avec de la déclaration électronique. Alors moi, j'ai une question. Où peut-on trouver les valeurs par défaut? Les valeurs par défaut pour les émissions, donc les émissions intrinsèques à déclarer dans le cadre du MACF, vous les trouvez dans un règlement qui est paru le 22 décembre de mémoire sur le site de la Commission européenne. Donc, sur le site de la DGEC, vous allez le retrouver très, très facilement dans la liste des règlements d'exécution. Dans le bas de la page, on retrouve vraiment très facilement et super facile à utiliser, sachant que si vous faites vos déclarations avec des valeurs par défaut, quand vous les saisissez sur le portail, le fait d'avoir indiqué que vous utilisez les valeurs par défaut, le système va indiquer le coefficient multiplicateur en équivalent tonne CO2 par rapport au code douanier. Donc, il y a à la limite même pas besoin d'avoir connaissance des valeurs, elles vont s'afficher directement. Ouais, grâce au code douanier, en fait, l'info va remonter. Ouais. Alors moi, j'ai une question. On a évoqué tout à l'heure les 48 avec le certificat TR. Là, il y a quelqu'un qui dit « Je travaille beaucoup avec la Turquie, ne fera-t-on plus de certificat TR ?» Donc, si, le certificat TR, il existera toujours, bien évidemment. C'est le sujet de l'Union européenne, entre la Turquie et l'Union européenne. Et ce certificat TR, d'ailleurs, ce n'est pas un certificat d'origine, c'est un certificat de circulation qui permet de suspendre totalement les droits de douane. Par contre, ce qui va changer, c'est que très souvent, quand le camion arrive, on n'a pas le document original et que tout de suite, on a la possibilité de dire à la douane, par une soumission de 48, qu'on va le présenter plus tard, dans le délai de 3 mois, 1 mois, plus prolongement, jusqu'à 4 mois maximum. Ça ne sera plus possible parce que le D48, c'est ce que disait Laurent tout à l'heure, va disparaître dans le système. Et donc, on ne pourra plus dire à la douane, je vais le produire plus tard. On sera obligé soit de payer les droits de douane et de faire une demande de remboursement derrière, soit, si on travaille en 2 temps, de pouvoir récupérer le document dans le délai maximum de 10 jours avant de régulariser une déclaration de pratique. Et donc, ce qu'il va falloir dire ou anticiper sur le sujet, c'est dire plutôt avec les fabricants turcs qu'il faut absolument, à partir du mois de novembre, on va dire ça comme ça, en tout cas 2025, que le certificat TR il soit présenté avec le transporteur quand il arrive. Il n'y a que cette solution-là qui pourra être une solution viable. On préconiserait dans un premier temps de demander ce que le certificat TR accompagne le chauffeur. Absolument. Il n'y a que comme ça que la solution pourra être trouvée. En tout cas, pour l'instant, ce sera la première option pour éviter tout retard. Aussi, parce que forcément, avancement des frais, on est d'accord. Voilà. Laurence? Alors, j'ai une autre question sur le MACF et je vais y répondre parce que quelqu'un nous pose la question du périmètre des produits qui sont concernés par le MACF. Alors, ça rejoint une autre question, comment savoir si l'on doit s'inscrire comme déclarant MACF. On va faire bref. Si vous avez, on ne va pas parler de secteur d'activité, on va parler de nomenclature douanière de produits. Si vos produits sont dans les chapitres 73 ou 76, 72 aussi, c'est ce qu'on voit le plus, il y a de fortes chances que vous soyez concerné, même si on parle de porte-clés, de poubelles en aluminium. Donc, vérifiez, sur le site de la DGEC, il y a le texte avec l'annexe 1, c'est la toute première annexe qui a été publiée avec tous les codes douaniers qui sont concernés. Autre solution, vous posez la question à vos transitaires qui dédouanent vos marchandises et qui pourront vous confirmer. Mais bon, logiquement, si vous êtes importateur, vous avez au moins la connaissance de vos codes douaniers de marchandises. Logique. Je peux, Laurence, ils sont aussi repris dans le guide de l'importateur. Exact, oui, l'annexe est reprise aussi dans le guide. Tout à fait. Donc, donc, si vous êtes concerné par les produits, ça veut dire que vous devez aussi vous inscrire comme déclarant MACF, puisque c'est l'importateur
qui doit être déclarant de la CF dans le système. Alors, on peut peut-être juste prolonger le sujet en disant qu'il y a eu des questions sur le sujet, mais est-ce que ce n'était pas le RTE qui pourrait faire une déclaration? En fait, alors, juste sans être trop technique, mais dire qu'il y a deux modes de représentation en douane. Il y a une représentation directe et indirecte. Et que c'est dans le cas de la représentation indirecte qu'éventuellement le RDE pourra faire la déclaration pour le compte de l'importateur, mais il faudrait qu'il soit d'accord. Et il y a juste le cas où l'importateur ne serait pas enregistré sur le territoire communautaire, et à ce moment-là, c'est le RDE qui devra faire la déclaration. On ne pourra pas se dévoiler ce budget. Ah non, il sera obligé de la faire. Ouais. Okay. On a le temps pour une dernière question. Allez, qu'est-ce qui nous reste? Voyons voir. Vous voulez échanger peut-être les questions Ah, ben, il y a déjà une question. Moi, les garanties douanières, c'est qu'une tâche soit transitaire, pas pour importateur ni exportateur. Alors, ben voilà. Tout dépend si vous avez vos propres garanties ou pas. C'est le sujet. Alors, ouais, on va juste rappeler que ces fameuses garanties, elles peuvent être sollicitées. Alors, les RDE en disposent obligatoirement, parce que pour travailler pour les prestataires de services, ils sont obligés de les obtenir, évidemment. Mais une société qui importe peut très bien mettre en place ses propres garanties. Il y a des entreprises qui l'ont fait, hein, bien sûr. Pourquoi? Pour pas ne dépendre du RDE, justement. Et donc, ça peut, si l'entreprise détient ses propres garanties aujourd'hui, elle devra mettre à jour ses garanties, telles qu'on l'a exprimé tout à l'heure, se rapprocher donc du bureau de douane dont elle dépend, du service procédure, puis de la recette interrégionale. Donc, attention, il n'y a pas que les RDE qui vont être concernés. Toutes les entreprises qui détiennent leur garantie de façon nominative seront concernées aussi par le sujet. Oui. Forcément. Une dernière question. Allez. Vous voulez peut-être échanger celle que vous avez? Alors, moi, j'ai une question. Peut-être sinon. Moi, c'est quoi la différence entre delta G et delta IE? Eh ben, voilà. Voilà. Sur un début. Voilà. Alors, Delta, bon, Delta, c'est l'outil français hein, de douanement. Delta G, c'est le terme, du fait de dire que c'est le Delta général, parce que dans Delta, il y a effectivement différentes possibilités de travailler, notamment pour les transporteurs à vacances. Donc, ça, c'est l'outil Delta tel qu'il existe. Et à partir du moment où on va rentrer dans la déclaration Delta IE, tout ça va être aboli, en fait, et ce sera la déclaration IE à l'import et E à l'export, qui fonctionnera sous un nouveau format. Donc, Delta G sera complètement dans le. Et c'est pour ça aussi que la France est obligée de travailler sur ses numéros EORI. Parce qu'on est quand même le seul pays à avoir lancé des numéros EORI sur la base des numéros d'identification des établissements. Donc aujourd'hui, on a plein de sociétés qui ont plusieurs EORI parce qu'elles ont plusieurs sites en France. Dans le système, donc le Delta IE, import-export, mais c'est surtout le dédouanement vraiment électronique. Et quelque part, aujourd'hui, le Delta G, donc le système de dédouanement dans lequel on travaille, n'a pas les éléments techniques pour se raccrocher au système européen. Le Delta IE, il a été créé pour pouvoir se rattacher en fait au système européen. Et dans le système européen, du coup, les numéros EORI sont donc sur 9 chiffres, et le code pays est les 9 chiffres, et d'où la raison pour laquelle on va chanter le numéro EORI et repartir sur le sirène tout court. Oui. On peut juste dire, et le sujet qu'on veut évoquer, qu'on n'a pas évoqué, c'est que ce qui est en train de se mettre en place, là, c'est que tous les outils de gouvernement des 37 chez les membres vont être en relation. Oui. Et qu'à terme, c'est une étape pour aller vers le développement centralisé communautaire, évidemment. Voilà, on parlait de force, persévérance et courage, mais il y a quand même, toutes les pièces du puzzle commencent à se mettre en place. Les autorisations sur le portail européen, les crédits sur le portail européen, le Delta IE. Voilà. On va quand même vers ce fameux. On va vers le développement centralisé communautaire, même si on n'a pas de calendrier. Hein. Oui, ça y est, ça devient concret. On n'a pas de calendrier officiel encore sur le sujet, mais on sent que ça bouge et qu'on avance sur le sujet. Bon, en tout cas, vous aurez compris, vous pouvez compter sur nous pour revenir à jour sur ces éléments-là. On a eu le rappel comme quoi, finalement, l'heure venait de s'écouler. Et donc, on va vous laisser pour aujourd'hui.
Voilà, sachez que nous, ce webinaire, donc voilà, pourra être visionné a posteriori. Nous nous chargeons de répondre aux questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre aujourd'hui. Et puis voilà, nous sommes à votre écoute, donc surtout, n'hésitez pas à faire appel à nous. Merci à tous, bonne journée. Merci Céline, merci Olivier, et merci à notre équipe. Et bonne journée. Bonne journée, au revoir.